Alors, le programme utilisateur, bon, c'est le moins prioritaire, effectivement. Alors, premièrement, euh, alors le choix, donc pourquoi je vous ai dit les extrémités? Alors, les extrémités, parce que là, il n'y a pas vraiment de confusion, je dirais, entre les deux extrémités, c'est-à-dire le programme le plus prioritaire et le programme le moins prioritaire. Alors, je mettrai le programme utilisateur comme étant le composant le moins prioritaire parce que tout simplement, c'est un programme utilisateur, c'est un simple programme, alors que les autres, c'est des routines d'interruption. Mais comme c'est des routines d'interruption, il est clair, il est évident que la routine de l'horloge ou celle du disque ou celle du lecteur de carte sont plus prioritaires que le programme utilisateur. D'accord? Donc, on sait que le lecteur de carte, pardon, on sait que le programme utilisateur, c'est le moins prioritaire. D'accord? Donc là, nous avons une extrémité. La deuxième extrémité, c'est celle de la routine la plus prioritaire. Et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste l'ensemble des routines d'interruption, c'est-à-dire la routine de l'horloge, la routine du disque et la routine du lecteur de carte. Là, celle qui est la plus prioritaire, c'est la routine de l'horloge. Pourquoi la routine de l'horloge? Alors, pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, la routine de l'horloge, ou bien le temps d'exécution des routines horloge, généralement, il est très court. Donc, comparé à une routine du disque dur ou une routine du lecteur de carte, la routine de l'horloge a un temps d'exécution relativement court. Donc, on la fait passer rapidement. Deuxième point qui est, je dirais, plus important que le premier, c'est que la synchronisation de tout le système, d'accord, la synchronisation de tout le système et le bon fonctionnement de tout le système repose sur le fonctionnement de l'horloge. D'accord? Le système d'exploitation est bien synchronisé, c'est-à-dire on a des événements du système qui doivent s'exécuter à des intervalles de temps réguliers, d'accord? Et donc, cette régularité dans l'exécution, elle est définie, cette régularité, elle est définie par l'horloge. C'est l'horloge qui doit nous dire que tel instant est arrivé, et donc il faut exécuter telle tâche du système. Tel instant est arrivé, donc il faut exécuter telle tâche du système. D'accord? Donc, le fait que la synchronisation de tout le système repose sur l'horloge nous impose de la mettre comme composant prioritaire. D'accord? Donc, l'horloge, c'est le composant le plus prioritaire. Donc, elle fait partie des programmes système. Le programme utilisateur, c'est le composant le moins prioritaire parce que c'est un simple programme, ce n'est pas un programme système. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le disque, donc à la deuxième, il nous reste la deuxième et la troisième position. Donc le disque et le lecteur de carte. Alors d'après vous, bon, j'ai vu ici quelques réponses qui me disent que c'est le disque. Maintenant, est-ce que vous êtes tous d'accord que c'est le disque qui est plus prioritaire que le lecteur de carte? Et pourquoi? Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que le lecteur de carte est plus prioritaire que le disque, là aussi, vous me dites pourquoi. D'accord? Alors, pourquoi, d'après vous, le disque est plus prioritaire que le lecteur de carte ou l'inverse, le lecteur est plus prioritaire que le disque? Alors, on considère le disque comme plus prioritaire par rapport au lecteur de carte. Oui, effectivement. Bon, là, je viens de voir une réponse. Euh, Alors, il y a deux paramètres. Il y a un premier paramètre donc, qui vient d'être donné par Mademoiselle Baghdadi, donc, qui dit que dans le disque, on trouve le système d'exploitation. Effectivement, il y a deux paramètres donc, qui donnent la priorité ou bien qui permettent de favoriser le disque par rapport au lecteur de carte. Alors, premièrement, le premier paramètre, c'est en termes de contenu. On sait que le disque dur contient le système d'exploitation. Donc, tous les fichiers système sont sauvegardés au niveau du disque, contrairement au lecteur de carte qui est généralement utilisé pour la lecture des cartes des programmes, donc que ce soit le code des programmes ou bien les données du programme. Donc, en termes de contenu, le disque a un contenu qui est beaucoup plus important que le lecteur de carte. Donc, le disque,
c'est le système d'exploitation, c'est des fichiers système. Donc, on est obligé de faire passer le disque dur en priorité par rapport au lecteur de carte. Deuxième paramètre, c'est le temps d'accès aux données. Le disque dur, il est plus rapide, c'est-à-dire le délai d'accès ou le temps d'accès aux données, il est beaucoup plus court au niveau du disque qu'au niveau du lecteur de carte. D'accord? Parce que, si vous vous rappelez, je vous ai dit, plus on s'approche, parce que là on parle d'accès aux données dans un espace mémoire, et si vous vous rappelez, j'avais dit que plus on s'approche du processeur, plus le temps d'accès ou le délai d'accès aux données est court. D'accord? Donc, si on compare le disque dur par rapport au lecteur de carte, il est évident que le délai d'accès aux données, il est beaucoup plus court que par rapport au lecteur de carte. Si vous prenez la mémoire et le disque, le temps d'accès aux données qui se trouvent au niveau de la mémoire centrale est beaucoup plus court que celui du disque dur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en train de s'approcher du processeur. Donc là, entre le disque et le lecteur de carte, c'est le disque qui offre je dirais, de meilleures performances en termes de délai d'accès, en termes de temps d'accès aux données qui sont sauvegardées au niveau du lecteur, au niveau du disque, contrairement au lecteur de carte qui est beaucoup plus lent. Donc, on a besoin de plus de temps pour accéder aux données qui se trouvent au niveau du lecteur de carte. Donc voilà, je dirais, les arguments qui permettent donc de donner un ordre de priorité entre les composants. OK? Donc, pour les priorités, donc on avait dit que l'horloge, c'est le composant le plus prioritaire, et donc la routine de l'horloge, c'est celle qui a la plus grande priorité. Donc là, bon, on a l'aspect synchronisation du système, la durée de traitement qui est très courte, donc le temps d'exécution, si vous voulez, donc quand je parle de durée de traitement, je parle du temps d'exécution de la routine horloge. Ensuite, donc, nous avons le disque dur, parce qu'en termes de contenu, donc, on avait dit qu'il contient donc, des fichiers système. Et le deuxième paramètre, c'est le temps d'accès au disque qui est beaucoup plus court que l'accès au lecteur de carte. Le lecteur de carte, donc, ça reste une routine d'interruption, donc c'est un composant physique, et donc quand il va nous envoyer un signal, on doit exécuter la routine d'interruption du lecteur de carte, et donc comme on parle de routine d'interruption, ça reste un programme système, d'accord? Donc la routine d'interruption du lecteur de carte est plus prioritaire qu'un programme utilisateur qui a la priorité la plus basse, d'accord? Donc voilà comment on définit les priorités entre ces quatre programmes, si vous voulez, ou ces quatre composants. La deuxième question, on vous demande donc de tracer une synoptique temporelle ou un diagramme d'exécution pour un scénario qu'on vous donne dans l'énoncé de l'exercice. Alors, le scénario d'exécution est le suivant. Alors, l'horloge, elle émet des interruptions à des intervalles de temps successifs de 10 microsecondes. D'accord? À l'instant 0, donc, on lance le programme utilisateur, donc, qui va commencer son exécution. L'interruption horloge, elle est traitée en 1 microseconde, en une unité de temps. À 5 microsecondes, le lecteur de carte émet une interruption qui sera traitée en 25 microsecondes. Et à 25, le disque émet une interruption qui sera traitée en 10 microsecondes. Donc, ce que nous avons ici, c'est quoi? Nous avons pour chaque programme, ou pour chaque routine, si vous voulez, nous avons l'instant d'arrivée du signal d'interruption et nous avons la durée d'exécution de la routine d'interruption. Quand je prends, à titre d'exemple, je prends le lecteur de carte, on me dit que le lecteur de carte, sa routine ou le signal d'interruption du lecteur de carte arrive à 5 microsecondes. Donc ça, c'est l'instant d'arrivée du signal du lecteur de carte. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra exécuter la routine d'interruption du lecteur de carte si les conditions que j'ai données en cours sont vérifiées. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudra vérifier. Maintenant, quelle est la durée de la routine? La durée de la routine du lecteur de carte, elle est de 25 microsecondes. D'accord? Donc, à ne pas confondre entre l'instant d'arrivée du signal et la durée d'exécution de la routine d'interruption. Nous avons aussi, donc, à 25 microsecondes, nous avons le disque qui émet une interruption. Donc, à 25, le disque qui nous envoie une interruption ou un signal qui va permettre de déclencher la routine du disque si, bien sûr, je reprends toujours la même chose,
si les conditions sont vérifiées. Et cette routine du disque, elle est exécutée en 10 microsecondes. D'accord? Donc, l'instant d'arrivée, c'est 25. La durée d'exécution de la routine du disque, c'est 10 microsecondes. Donc, ça, c'est par rapport aux deux routines associées au lecteur de carte et au disque. Alors, concernant donc, le programme utilisateur, donc, on nous dit qu'il commence à l'instant 0, donc on n'a pas de durée d'exécution précise pour le programme utilisateur. Par contre, l'horloge, elle interrompt le programme ou elle envoie un signal chaque 10 microsecondes. Là, par contre, nous avons une fréquence de l'horloge. L'horloge, elle nous envoie un signal chaque 10 microsecondes. D'accord? Donc, ça, c'est la fréquence. Contrairement à la routine du lecteur de carte et la routine du disque, qui sont exécutées une seule fois. On ne peut pas parler d'une fréquence d'exécution des routines du lecteur et les routines du disque. Par contre, l'horloge, et d'ailleurs, j'avais dit tout à l'heure, donc, quand j'ai justifié la priorité, j'avais dit la synchronisation du système. Quand on parle de synchronisation, on doit avoir une certaine fréquence d'exécution de la routine. Donc, à 10 microsecondes, d'accord, à 10 microsecondes, ou à 10, chaque 10 microsecondes, l'horloge, elle m'envoie un signal. D'accord? Ce signal, je dois lui associer une routine d'interruption de l'horloge. Cette routine d'interruption de l'horloge, elle est traitée en une microseconde, une unité. D'accord? Donc, fréquence, c'est 10, donc c'est chaque 10 microsecondes. La durée d'exécution de la routine de l'horloge, c'est une unité de temps. D'accord? Donc, nous avons la fréquence de l'horloge, nous avons la durée d'exécution de la routine de l'horloge, nous avons l'instant d'arrivée du signal du lecteur de carte et la durée d'exécution de la routine du lecteur, et nous avons aussi l'instant d'arrivée du signal du disque et la durée d'exécution de la routine du disque. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à représenter sur le diagramme le scénario d'exécution correspondant ou bien plutôt le diagramme d'exécution correspondant à ce scénario. Alors, quel est le premier programme qui va commencer son exécution? Très bien, donc on commence avec... Alors, Aloui, vous me dites le lecteur de carte. Ce n'est pas le lecteur de carte, hein, parce que le lecteur de carte, on nous a dit qu'il envoie le signal à 5 microsecondes. D'accord? Donc, nous, on démarre à partir de 0. Et à l'instant 0, on nous parle du programme utilisateur qui commence son exécution. Donc, à 0, j'ai le programme utilisateur qui doit commencer son exécution. Alors, il s'exécute jusqu'à quand maintenant, le programme utilisateur? Très bien, il va s'exécuter jusqu'à l'instant 5 microsecondes. Pourquoi 5? Très bien, parce que le lecteur de carte, donc à 5 microsecondes, le lecteur de carte, il nous envoie une interruption. Là, il nous envoie plutôt un signal. D'accord? Il nous envoie un signal d'interruption et on avait dit dans la question 1 que le lecteur de carte est plus prioritaire que le programme utilisateur. Et donc, il va l'interrompre. Si vous vous rappelez, parmi les conditions d'exécution d'une routine, on est dans le cas où la routine du lecteur de carte est plus prioritaire que le programme utilisateur. OK? Donc, jusque-là, donc on va lancer le programme utilisateur de 0 à 5. OK? Donc là, c'est bon. Et à 5, nous avons le lecteur de carte qui va envoyer un signal d'interruption. Alors, le lecteur de carte, ou la routine du lecteur de carte, elle va s'exécuter jusqu'à quand? La routine du lecteur de carte. Elle commence à partir de 5, parce qu'elle est plus prioritaire que le programme utilisateur, et elle va s'exécuter jusqu'à quel instant? Des microsecondes. Jusqu'à 10. Pourquoi 10? Euh,
l'horloge émettait des interruptions à des Voilà, très bien. intervalles de temps Parce qu'à successifs 10, de 10 minutes. effectivement, parce qu'à 10, nous avons l'horloge qui envoie un signal d'interruption. Donc là, on est dans la situation où nous avons deux routines d'interruption. La routine du lecteur de carte qui est en exécution et la routine de l'horloge qui arrive. Bon, on avait dit dans la question 1 que la routine de l'horloge est plus prioritaire que la routine du lecteur de carte et donc elle va l'interrompre et elle va s'exécuter. Donc la routine de l'horloge, elle va s'exécuter à partir de 10 jusqu'à quel instant? Jusqu'à 11, car Jusqu'à 11, l'interruption de parce que la, très l'horloge bien, voilà, parce que la est durée bien de la avancée. routine, c'est jusqu'à 11. Donc, de 5 à 10, nous avons la routine du lecteur de carte. À 10, donc je reçois l'interruption de l'horloge. Elle va s'exécuter pendant une unité de temps jusqu'à l'instant 11. Très bien. On continue. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 11? Continuer du lecteur de cartes. Très bien. On revient, effectivement, on revient au programme lecteur de cartes. On fait ici ce qu'on appelle une restauration du contexte. Donc, j'ai sauvegardé le contexte à 10. J'ai sauvegardé le contexte de quoi? J'ai sauvegardé le contexte de la routine du lecteur de cartes. J'ai exécuté la routine horloge. D'accord? Quand je termine la routine de l'horloge, je fais une restauration du contexte. Et donc, je reviens vers le lecteur de cartes, le programme du lecteur de cartes, pour continuer son exécution. D'accord? Donc, on reprend l'exécution du programme ou là, de la routine du lecteur de cartes de 11 jusqu'à quel instant? Jusqu'à 20. Alors, bon, là, je vois 21, je vois 31, 20. 20. Alors, essayez de voir, revoyez l'énoncé de l'exercice. Alors, pourquoi toutes ces valeurs? Alors, on est sur 21, 31, 25. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Je reprends l'énoncé. L'horloge émet des interruptions à des intervalles de temps successifs de 10. D'accord? Successifs de 10. Wesh معناتها؟ معناتها chaque 10 microsecondes, d'accord? Ça, c'est quelque chose de fixe. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une fréquence. Chaque 10, wesh عندي l'interruption horloge. Ça, c'est quelque chose de figé. D'accord? Et comme l'horloge, c'est la plus prioritaire, donc, on ne va pas trop se poser de questions pour dire est-ce qu'à 10 ou là à 20 ou là à 30, il y a quelque chose qui va empêcher la routine horloge. D'accord? Là, c'est évident. Chaque 10, il génère un signal de l'horloge et donc j'exécute la routine de l'horloge. D'accord? Donc, euh, ce n'est pas 25, ce n'est pas 21, ce n'est pas 31, c'est chaque 10. Et chaque 10, bon, peut-être que je comprends les calculs 21, parce que حسبوا من 11. C'est pas ça. احنا واش قالوا لنا chaque 10 microsecondes, on dit le signal horloge. Le 10 fixé, c'est quelque chose de fixe. Mais chez l'instant de terminaison de la routine horloge. D'accord? Donc je comprends ceux qui m'ont dit 21, j'ai compris le raisonnement. Mais il faut savoir que quand on dit à part chaque 10 microsecondes, c'est une fréquence régulière. Donc 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite. D'accord? Donc on commence à compter les 10 microsecondes à partir de l'instant d'arrivée du signal. الحقني à 10, prochain signal, الحقني à 20. الحقني le signal à 20, prochain signal c'est à 30. Il n'y a pas de décalage. D'accord? Donc à 11, j'ai exécuté, donc de 10 à 11, j'ai exécuté la routine de l'horloge. Et donc le prochain signal, ça sera à 20. Donc, je reprends l'exécution du programme de la routine du lecteur de cartes jusqu'à 20. 20, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le signal horloge, d'accord? Donc, qui va être exécuté en une unité de temps. Donc, de 20 à 21. Maintenant, prochaine étape. Alors, le 21, 21, l'interruption horloge, je l'ai traité. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 21? Alors, on reprend l'exécution du lecteur de cartes jusqu'à quand?
jusqu'à la prochaine interruption horloge, donc c'est-à-dire jusqu'à 30. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à 30? Alors, si je reprends l'énoncé, on me dit à 25, le disque émet une interruption qui sera traitée en 10 microsecondes. Donc, ça veut dire que de 21 à 25, je vais reprendre l'exécution du lecteur de carte, d'accord? Mais à 25, mais cette fois, je ne vais pas aller jusqu'à 30. Cette fois, je vais être interrompu à 25 par le signal ou par l'interruption du disque qui est plus prioritaire que l'interruption du lecteur de carte. OK? Donc, cette fois, ça sera jusqu'à 25. Donc, on va aller jusqu'à 25. Donc, de 21 jusqu'à 25. À 25, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une interruption du disque. Comme elle est plus prioritaire, elle va être exécutée. Elle va être exécutée. Donc, elle va interrompre la routine du lecteur de carte. On va exécuter la routine du disque. Alors, la routine du disque, elle commence à 25. Et quand est-ce qu'elle va se terminer? Ou quel est le prochain événement prochain événement qui va arriver? Très bien, donc ça sera 30. Qu'est-ce qu'on va avoir à 30? Très bien, donc on va avoir l'interruption de l'horloge. C'est bien, très bien. Donc, de 25, on a l'interruption donc, du disque, je vais exécuter en 5 microsecondes. À 30, donc on a l'interruption de l'horloge, donc on va l'exécuter de 30 à 31. OK? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer à partir de 31? Oui, on reprend l'exécution du disque. Pendant combien de temps? 5, parce qu'on a exécuté donc les 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5. Donc, je reprends les 5, donc de 31 à 36. Ensuite, 36, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va se passer à 36? Non, pourquoi l'horloge? Ah oui, pourquoi l'horloge? Voilà, Lecteur de on carte. reprend l'exécution du lecteur de carte. Parce que l'horloge, on a chaque 10. D'accord? Donc, je reprends l'exécution du lecteur de carte jusqu'à quand? Jusqu'à 40. Voilà. Donc, je reprends donc de 36 à 40 le lecteur de carte. Ensuite, 40, on dit l'interruption horloge. Donc, de 40 jusqu'à 41. Ensuite, à partir de 41, j'admets. Qu'est-ce qu'on va avoir à 41? Lecteur de carte. Très bien. On reprend le lecteur de carte jusqu'à 50. alors jusqu'à 50. Bon, attendez. Le lecteur de carte. Oui, voilà. Donc, faire attention à la durée d'exécution du lecteur de carte. Hein. Donc, le lecteur de carte, la durée d'exécution de la routine, c'est 25. Donc, il faudra voir est-ce qu'on est arrivé à 25 ou non. D'accord? Donc, pour éventuellement terminer ce qui reste à terminer. Donc là, ce qu'on aura, c'est qu'on va avoir 3 unités pour terminer les 25 unités de temps correspondantes au temps d'exécution de la routine du lecteur de carte. D'accord? Donc là, c'est bon. On a les 25. Donc, qu'est-ce qui va se passer à 4, à 44? Très bien. On revient au programme utilisateur jusqu'à 50. À 50, donc je vais avoir une interruption horloge. De 50 jusqu'à 51. 51, qu'est-ce qu'on va avoir? Très bien. On reprend le programme utilisateur. Voilà. Jusqu'à 60, voilà. Ensuite, ça va boucler. Donc, on va aller jusqu'à 60. 60, on a l'interruption horloge. De 60 à 61. 61, on reprend l'exécution du programme utilisateur et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du programme utilisateur. Voilà, donc là, vous avez la synoptique, où vous avez le diagramme d'exécution correspondant donc au scénario d'exécution qu'on vous a donné. Donc, faites attention dans ce genre de questions, faites attention à deux choses. Faites attention à la durée d'exécution des routines. Faites attention à l'arrivée, à l'instant d'arrivée des interruptions. Faites attention à la priorité entre les interruptions. Et pour l'interruption horloge,
faites attention à la fréquence d'exécution de l'interruption horloge. Généralement, l'interruption horloge, on a une fréquence d'exécution. D'accord? Pour les autres, vous pouvez avoir une fréquence, d'accord, si le composant il envoie un signal de façon régulière, ou si vous avez un seul signal, donc là, il faudra faire attention à l'instant d'arrivée et à la durée d'exécution de la routine d'interruption. D'accord, voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au... Alors, si à la place de l'interruption disque, on avait une interruption programme utilisateur. Ça veut dire quoi une interruption programme utilisateur? Je n'ai pas compris le sens de interruption programme utilisateur. Parce que là, il y a une sorte de contradiction. Quand vous dites interruption programme utilisateur, un programme utilisateur, ce n'est pas une interruption. Alors, une interruption moins prioritaire à 25. Alors, je vais voir à 25, qu'est-ce qu'on a. Alors, bon, si j'ai compris la question, vous voulez donc à 25 vous posez une question donc pour dire que si à 25, j'avais une interruption qui est moins prioritaire que celle du lecteur de carte, c'est ça? Dans ce cas-là, on a une interruption, on exécute la routine d'une interruption que si elle est plus prioritaire. Donc, si à 25, j'ai une routine ou là j'ai une interruption qui est moins prioritaire que celle du lecteur de carte, je ne vais pas l'exécuter. Donc, je continue l'exécution de la routine du lecteur de carte. Quand la routine du lecteur de carte, là, je lance l'exécution de la routine qui arrive à 25. Est-ce que c'est clair? Voilà, il y a même un exemple en cours. Hein. Donc, j'avais donné un exemple la semaine dernière. Il y a tout un exemple où vous avez plusieurs niveaux d'interruption avec des priorités différentes. Et j'ai pris, dans l'exemple, j'ai pris tous les scénarios d'exécution. C'est-à-dire quand vous avez une routine en exécution et qu'on reçoit une routine plus prioritaire, quand j'ai une routine en exécution et que je reçois une routine moins prioritaire, tous les scénarios sont représentés sur la figure du cours. Hein. Donc, essayez de revoir ça au niveau de votre cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Très bien. On passe donc à l'exercice suivant. Alors, deuxième exercice. On s'intéresse, donc, tu vas annoncer l'exercice. Hein, donc, on va essayer de tirer les parties les plus importantes donc, de cet énoncé. On s'intéresse à l'étude des interruptions et des déroutements sur une machine X. Alors, la machine, elle comporte un seul niveau d'interruption. Je vais dire un seul niveau d'interruption. Ça veut dire une seule cause d'interruption. Cache plusieurs. D'accord? Alors, ce niveau d'interruption, il est déclenché par le passage à zéro de l'horloge. Donc, on parle d'un niveau d'interruption, un seul niveau, donc on a une seule source d'interruption, et cette source d'interruption, elle est associée à la routine horloge. Donc, c'est une routine d'interruption horloge. Nous avons aussi un seul déroutement et un seul appel au superviseur. L'horloge proprement dite est un compteur. Donc là, on va s'intéresser à l'interruption horloge. Donc l'horloge proprement dite, c'est un compteur dont le contenu est décrémenté de 1 chaque 5 microsecondes. Ok? Chaque 5 microsecondes, qu'est-ce qui se passe? On décrémente, on a un compteur qui est associé à l'horloge. D'accord? Et ce compteur-là, il est décrémenté de 1 chaque 5 microsecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on reçoit un signal de l'horloge, le signal هذايا وشنو هي la fréquence تاعو. On a parlé de la fréquence tout à l'heure. La fréquence تاعو c'est 5 microsecondes. Donc ça veut dire chaque 5 microsecondes l'horloge تبعت لي un signal. Qu'est-ce qui va se passer?
le signal hadak, comment on le traite? On décrémente le compteur. Il y a un compteur qui est associé à l'horloge. Le compteur hadak, il est décrémenté de 1. D'accord? Voilà donc ce qui se passe. Chaque 5 microsecondes, l'horloge te bat un signal. Le signal hadak, il déclenche l'exécution d'une routine. La routine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrémente de 1. Elle décrémente de 1 le compteur associé à l'horloge. Alors, l'appel au superviseur, il comporte plusieurs paramètres dont le premier indique la cause de l'appel. Bon, la première partie de l'exercice, on ne va pas s'intéresser au déroutement et on ne va pas s'intéresser au superviseur. La deuxième partie. Donc, pour le moment, on se focalise uniquement sur la routine de l'horloge. D'accord? Alors, le format du mot d'état du processeur est donné ici après. Alors, le mot d'état, c'est le registre PSW. Donc, c'est le registre mot d'état qui nous donne, si vous voulez, l'état du processeur à un instant donné. Bon, lorsqu'on a fait le cours, on a appelé le registre mot d'état. Il est composé de plusieurs flags ou de plusieurs bits. Et on a vu aussi en cours que alors le mot d'état, il fait partie du contexte d'un processus. On a le contexte physique, on a le contexte logique. Et j'avais dit que dans le contexte, quand on prend le contexte, que ce soit physique ou la logique, quand on prend le contexte, il est composé du registre mot d'état, c'est-à-dire le PSW, le compteur ordinal, les registres généraux et le registre pile. Okay. Dans certaines configurations, sur certaines machines, d'accord, le compteur ordinal, il est intégré dans le registre mot d'état. Donc, le compteur ordinal, au lieu qu'il soit un registre à part, un registre donc indépendant du PSW, sur certaines configurations de machines, nous avons le compteur ordinal qui est inclus, là, il est intégré dans le registre mot d'état. Et là, c'est le cas. Parce que quand on nous donne la structure du mot d'état, qu'est-ce qu'on a? Donc on s'intéresse ici, on ne va pas prendre tout le mot d'état, on va s'intéresser à 3 éléments. D'accord? Le premier élément, c'est le bit 4. Le bit 4, il indique le mode d'exécution du programme. Est-ce que le programme s'exécute en mode maître? Bien, il s'exécute en mode esclave. Ça, c'est le mode d'exécution. Okay. Le deuxième bit qui nous intéresse, c'est le bit 8. Et il indique le masque d'interruption. On a le masque d'interruption fait le cours. Quand on masque l'interruption, ça veut dire que le signal, mais il n'est pas traité. D'accord? Quand on dit que le niveau d'interruption est masqué, le signal est reçu, mais on ne le traite pas. Donc, c'est comme si on le cachait. D'accord? Mais le signal n'est pas perdu. Ça veut dire que quand on passe, ou là, quand on démasque le niveau d'interruption, on va trouver que le signal était là, et donc on le prend en charge et on le traite. Donc, le bit 8, il indique est-ce que le niveau d'interruption est masqué ou non. Okay? Et de 9 à 31, on a le compteur ordinal. Donc là, on est dans une architecture où le compteur ordinal est intégré au PSW. D'accord? Donc au lieu d'avoir 2 registres, le PSW ou le compteur ordinal on a un compteur ordinal qui est intégré dans le registre mot d'état ou bien dans le registre PSW. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour la structure du mot d'état qu'on aura à gérer. Donc on ne va pas prendre tout le mot d'état. On s'intéresse juste aux 3 éléments, le bit 4, donc pour indiquer le mode d'exécution du programme, le bit 8 qui indique le masque, est-ce que le niveau d'interruption est masqué ou non, et de 9 à 31, nous avons le compteur ordinal. Alors, nous avons aussi l'instruction LPSW de M. Alors, l'instruction LPSW de M, alors, c'est quoi LPSW? LPSW, le PSW déjà, c'est le registre mot d'état. D'accord? Le L, c'est pour load. Load, c'est charger le registre mot d'état. Comment le charger? C'est-à-dire d'où est-ce que je vais le charger, où est-ce que je vais le mettre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'instruction LPSW de M permet de charger le mot d'état du processeur par la valeur du mot d'état rangée à l'adresse contenue dans M. D'accord? L'instruction permet de charger le mot d'état du processeur par la valeur du mot d'état rangée à l'adresse contenue dans M. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, l'instruction LPSW de M, elle est en train de charger un contexte logique dans un contexte physique. D'accord? Si je devais schématiser pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la commande LPSW ou de l'instruction LPSW de M, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, ça c'est la mémoire centrale.
C'est la mémoire centrale. Et nous avons aussi le processeur. Ça, c'est le processeur. Qu'est-ce qu'on a dit en cours? On a dit en cours qu'on a, quand on parle de contexte, on a le contexte physique, on a le contexte logique. Le contexte logique, c'est une image du contexte physique qui est sauvegardée au niveau de la mémoire centrale. Ça veut dire que la mémoire centrale, pour chaque processus, pour chaque processus, je prends ici par exemple processus P1, j'ai ici le processus P2, chaque processus a le contexte ou le contexte logique, il est sauvegardé au niveau de la mémoire. Donc, je m'intéresse au processus P1, je représente ici son contexte. Donc, c'est le PSW. PSW de P1. D'accord? Il est sauvegardé en mémoire. Oui, en mémoire. La mémoire, on sait que pour accéder à une donnée au niveau de la mémoire, je dois avoir l'adresse. D'accord? Donc, l'adresse le registre PSW, le registre logique, c'est l'adresse M. OK. Au niveau du processeur, où j'ai le vrai registre. C'est le registre PSW. C'est le registre physique. D'accord? C'est le vrai registre. Ce que j'ai au niveau de la mémoire centrale, c'est un registre logique. OK? Donc, l'instruction LPSW de M, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Ce qu'on m'a dit. Elle permet de charger le mot d'état du processeur par la valeur du mot d'état rangée à l'adresse contenue dans M. Donc, tout simplement, l'instruction LPSW de M, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ramener le registre physique, le LPSW de P1, elle va le ramener, donc le PSW de P1, il se trouve à l'adresse M, d'accord? Donc, elle va ramener ce registre, où est-ce qu'elle va le mettre? Elle va le mettre dans le registre physique. OK? Et donc, le fait de charger le registre mot d'état, ou le registre logique, le fait de le charger dans de la mémoire vers le processeur, sachant que le PSW a fait le compteur ordinal, il est inclus, donc ça veut dire qu'on va déclencher l'exécution du programme P1. Donc voilà ce que fait l'instruction LPSW de M. Elle va ramener un contexte logique qui se trouve dans une adresse mémoire M, et du coup, on est le registre physique. Et donc, ça va déclencher l'exécution du processus. Est-ce que c'est clair pour l'instruction LPSW de M? Est-ce que vous savez LPSW de M, qu'est-ce qu'elle fait au juste? Très bien. Donc, si je prends le processus P2, bon, je termine, donc je vais rajouter quelque chose. Si je prends le processus P2 qui est le PSW TAO, il est là. Le PSW P2 rafle l'adresse M1. Donc, si je veux exécuter le P2, ou je vais LPSW de M1. Donc, il dit le registre logique de P2, le registre mot d'état de P2, il le processeur, le PSW le processeur. D'accord? Donc, on ramène, ou là, on charge le contexte logique, et on le met dans le contexte physique. Alors, première partie de l'exercice, relevé de mesure. Alors, l'ordinateur est chargé de relever périodiquement, donc nous avons un ordinateur qui est chargé de relever périodiquement des mesures sur une installation industrielle. Donc, on a une installation industrielle, ok? Et l'ordinateur, on va lui demander de mesurer régulièrement, par exemple, la température de l'installation industrielle, d'accord? Ou là, par exemple, la quantité d'un certain produit, voir ce que le produit est-ce qu'il est disponible ou non, c'est-à-dire le fonctionnement de l'usine, donc est-ce qu'on a assez de produits. Donc, bref, on fait une mesure. Donc, cette mesure, que ce soit la température ou la quantité du produit, peu importe, cette mesure, elle doit se faire de façon régulière, de façon périodique. D'accord? Alors, la prise de mesure, elle doit être déclenchée chaque 100 millisecondes. OK? La prise de mesure doit être déclenchée chaque 100 millisecondes. Ça veut dire que chaque 100 millisecondes, je dois faire ma prise de mesure.
Comme la durée de la prise de mesure est très inférieure à la durée de cet intervalle, le temps d'exécution de la prise de mesure serait bzaf par rapport aux 100 millisecondes. L'intervalle, c'est 100 millisecondes. On doit faire une prise de mesure chaque 100 millisecondes. D'accord? Mais la durée d'exécution de la prise de mesure est trop petite par rapport aux 100 millisecondes. Donc, l'ordinateur est occupé pendant le reste du temps à l'exécution d'un travail de fond qui est donc périodiquement interrompu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 100 millisecondes, d'accord? Sur les 100 millisecondes, une courte durée où je fais une prise de mesure, d'accord? Qui la prise de mesure, je fais un travail de fond. Un travail dans quelconque. Donc, il y a un traitement qui est en train de se faire au niveau de l'ordinateur. Donc, avec le temps, ou là plutôt le programme le programme de fond, ou là, le travail de fond, il permet donc de combler le temps restant pour ne pas laisser l'ordinateur au chômage pendant une longue période. OK? Alors, la question, donner les différents programmes nécessaires à la réalisation de ce système. Alors, dans ce genre d'exercice, on vous demande même à l'examen, donc si vous avez ça à l'examen, quand on vous dit donner les programmes nécessaires à la réalisation de ce système, premièrement, il faudra donc les citer les programmes qui impliqués donc, dans le fonctionnement de ce système-là, et aussi écrire le programme. Écrire les programmes. D'accord? Donc, il ne suffit pas de donner uniquement les noms des programmes, mais il faudra donc donner un pseudocode qui explique le fonctionnement de chacun de ces programmes. Et ce que je vous conseille de faire dans ce genre d'exercice, avant d'aller vers l'écriture donc des programmes, c'est de représenter ou bien de tracer un diagramme d'exécution. D'accord? C'est-à-dire, même si on ne vous demande pas de le faire, essayez de tracer un diagramme d'exécution. Ça sera plus clair pour vous et ça vous donnera une idée plus claire sur le fonctionnement de l'ensemble du système. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je prends un diagramme d'exécution. OK? Donc, prenez, je ne sais pas, vous consacrez 5 minutes, vous tracez votre diagramme. Là, vous avez une idée sur surtout l'enchaînement entre les programmes. C'est-à-dire, qui appelle qui? Quel est le programme qui est en exécution? Qui classe avec le programme déjà qu'est-ce qui va se passer juste après? D'accord? Si vous avez par exemple des programmes qui doivent être exécutés régulièrement ou périodiquement, vous allez les représenter sur le diagramme et donc ça va vous donner une idée parce que dès qu'on vous parle d'une exécution périodique, ça doit être un réflexe chez vous. Dès qu'on vous parle de quelque chose de périodique, il faudra penser à une routine horloge. D'accord? Parce que c'est la routine horloge qui va m'indiquer que le temps s'est écoulé, l'intervalle de temps index a été consommé. Ok, ça doit être un réflexe. Si on vous parle d'un événement périodique ou d'un programme périodique, systématiquement, je dois penser à l'horloge. Ok, donc, on va essayer d'énumérer les différents programmes qu'on a. Ok, ensuite, essayer de représenter l'exécution de ces diagrammes, de ces programmes, pardon, sur notre diagramme. Alors, qu'est-ce que nous avons comme programme? Alors, généralement, nous avons le programme d'initialisation. Avec, c'est évident. Donc, on le met à chaque fois. Donc, nous avons le programme d'initialisation. Nous avons aussi, donc, à l'énoncé de l'exercice, on nous a parlé de. Voilà, bon, on est en train de parler des programmes. Hein. Donc, on ne confond pas entre programme et compteur index, c'est une variable qu'on va utiliser par la suite quand on va écrire le code de la routine de l'horloge. D'accord? Mais en parlant de programme, nous avons la routine de l'horloge. Oui, d'accord? Donc, la routine de l'horloge. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme programme? C'est-à-dire, quels sont les programmes qu'on peut citer qu'on peut tirer à partir de l'énoncé de l'exercice? Donc, programme d'initialisation, la routine de l'horloge, quoi d'autre? On nous a parlé de quoi? Voilà, donc il y a un programme de prise de mesure, effectivement. Quoi d'autre? Donc l'horloge, programme d'horloge, quel traitement?
Pardon, le traitement? Oui. Voilà, il y a un traitement de fond qui est exécuté, donc un programme de fond. Voilà. Donc, à deux moments, les trois programmes. La routine horloge, le programme de prise de mesure et un programme de fond. D'accord? Je vous remets l'énoncé. Voilà. Alors, le programme est chargé de relever périodiquement. Donc, on a le fait de dire relever périodiquement. Donc, on doit penser à l'horloge. D'accord? Donc, des mesures sur une installation industrielle. La prise de mesure, elle doit être déclenchée toutes les 100 millisecondes. Donc, on a la fréquence. Donc, nous avons l'horloge. Nous avons aussi la prise de mesure, un programme qui va mesurer, qui va faire des mesures. D'accord? Et on nous a dit, comme la durée de la prise de mesure est très inférieure à la durée de cet intervalle, l'ordinateur est occupé pendant le reste du temps à l'exécution d'un travail de fond. D'accord? Donc, horloge, prise de mesure, travail de fond. Les trois programmes, plus bien sûr un programme d'initialisation donc, qui est exécuté au lancement du système. Donc, nous avons le processus d'initialisation, nous avons le programme de fond, nous avons la routine horloge et nous avons le programme de prise de mesure. Maintenant, on va passer au diagramme. Alors, quel est le programme qui va être exécuté en premier parmi ces quatre? Voilà, donc on lance le processus d'initialisation. Donc, avec c'est clair, c'est évident. Et on commencera toujours, dans ce genre de diagramme, on commencera toujours par un processus d'initialisation. D'accord? Ben, on verra, quand on va terminer le diagramme, on verra ce que va faire chacun de ces processus. D'accord? Très bien. Alors, nous avons le processus d'initialisation. Ensuite, quel est le programme suivant? Alors, là, c'est maintenant le processus d'initialisation. Quel est le programme suivant qui va être exécuté et il va être exécuté jusqu'à quand? Jusqu'à 100 millisecondes. Mais c'est qui va être exécuté jusqu'à 100? L'horloge. De mesure. Non, c'est pas l'horloge. Non, La non. prise de mesure. Non, la prise de mesure, Kaluna, elle est exécutée chaque 100 millisecondes. Ça veut dire que la prise de mesure, elle est censée être exécutée à 100. Maintenant, entre la fin de l'exécution du processus d'initialisation et 100, qu'est-ce qui va se passer? Je répète ma question. La prise de mesure, elle est exécutée, Kaluna, elle est exécutée de façon périodique chaque 100 millisecondes. C'est-à-dire, c'est la prise de mesure. D'accord? Monsieur, la fréquence à l'horloge, elle est à combien? La fréquence de l'horloge, c'est ce qu'on nous avait donné dans la première partie de l'exercice. Je reviens, voilà, c'est 5 microsecondes. La fréquence de l'horloge, c'est 5 microsecondes. D'accord. Voilà, très bien. Donc, c'est le programme de fond. Moi, je suis en train de voir ici les commentaires. Effectivement, donc, entre la fin de l'exécution de la routine, entre la fin de l'exécution du programme d'initialisation et la prise de mesure qui doit être exécutée à 100 millisecondes, on exécute le programme de fond. D'accord? Donc, je reviens. Voilà. Donc, j'ai ça. Voilà. Donc, exécution du programme de fond jusqu'à quand? Monsieur, pour l'exécution du programme de fond, Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a le programme de fond? pourquoi c'est l'exécution du programme de fond? Parce que qu'est-ce qu'on a entre la fin de l'initialisation et la prise de mesure? Il n'y a rien. Le programme de fond, il est utilisé pour éviter de laisser l'ordinateur chômer. Parce que la prise de mesure, elle est exécutée chaque 100 millisecondes. D'accord? Donc, entre 100 et 200, ou là, entre 0 et 100,
On n'a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lance un programme de fond. On occupe l'ordinateur à faire un certain traitement. Oui, c'est bon, j'ai compris, monsieur. Merci. D'accord? Voilà. Donc, à 100, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, le programme de fond, il va être exécuté, d'accord? Jusqu'à 100 millisecondes. Alors, à 100 millisecondes, on doit faire la prise de mesure. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui va permettre de déclencher la prise de mesure? في les lancers, on doit faire la prise de mesure à 100, chaque 100 millisecondes. Mais dès qu'on vous parle de quelque chose de périodique, d'accord, quelque chose de régulier qui doit se faire à des intervalles de temps réguliers, on doit penser à l'horloge. Donc, c'est l'horloge qui va me dire, voilà, les 100 millisecondes, je dois faire la prise de mesure. D'accord? Donc, à 100, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une interruption horloge qui va me dire que les 100 millisecondes ont été consommées. Donc, le signal horloge, je lui fais correspondre l'exécution de la routine horloge, et c'est la routine horloge qui va appeler la prise de mesure. D'accord? Donc, je vais faire une prise de mesure. Donc, exécution de la routine horloge, ensuite, prise de mesure. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après la prise de mesure? Très bien. On revient au programme de fond. C'est ce qui a été dit dans l'énoncé de l'exercice. Que maintenant la prise de mesure, là, de nouveau le programme de fond. Alors, on reprend l'exécution du programme de fond jusqu'à quand? Jusqu'à quel instant? Très bien. Alors, Boali, c'est pas 100, hein, parce que là, on a dépassé les 100. Voilà, donc c'est 200. Donc, j'exécute donc, le programme de fond jusqu'à 200. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer à 200? Qu'est-ce qui va se passer à 200? Très bien, l'horloge, ensuite, après l'horloge, qu'est-ce qu'on va voir après l'horloge? Très bien, la prise de mesure. Très bien, et donc ça va se répéter. D'accord? Donc à 200, on dit l'horloge, l'interruption horloge. Oui, oui. Je termine juste le diagramme et je vais revenir à cette fréquence de 5 microsecondes. D'accord? Il y a un truc que je n'ai pas mentionné sur le diagramme, mais je vais vous l'expliquer. D'accord? Donc, patientez un moment, je répondrai à cette question. OK. Donc, 200, on dit l'interruption horloge. Donc, exécution de la routine. OK? Moi, de la routine, on dit la prise de mesure. Après la prise de mesure, donc je vais aller de 200 jusqu'à 300. D'accord? À 300, c'est la même chose. Exécution de la routine, ou plutôt le signal horloge, exécution de la routine horloge, prise de mesure, et je vais aller jusqu'à 400 et ça va se répéter. D'accord? Voilà donc le diagramme qu'on va avoir. Bon. Maintenant, il y a un truc que je n'ai pas, donc là je vais répondre à la question qu'on vient de me poser. Il y a un truc que je n'ai pas représenté sur mon diagramme. J'ai fait exprès de ne pas le représenter. Pourquoi? Pour ne pas trop surcharger le diagramme. Parce que quand on prend un intervalle de 100 millisecondes, ce qui est un intervalle relativement assez important, par rapport à 5 microsecondes. C'est-à-dire, si on essaye de comparer 5 microsecondes à 100, le 5 microsecondes, c'est un temps qui est vraiment trop petit par rapport à 100. Dans l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que l'horloge, elle envoie une fréquence, ou là, elle envoie un signal avec une fréquence de 5 microsecondes. D'accord? Là, ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? Ce qui nous intéresse le plus, c'est de nous dire quand est-ce qu'on va consommer les 100 millisecondes. OK?
Donc, ce que j'ai représenté sur mon diagramme, en réalité, c'est le signal d'interruption qui va arriver à 100 millisecondes et qui va me permettre de déclencher la prise de mesure. D'accord? C'est-à-dire l'exécution de la routine horloge plus la prise de mesure. Mais en réalité, ce que je n'ai pas mis dans le diagramme pour ne pas trop l'encombrer, parce que c'est pour ça que je vous ai dit 5 microsecondes par rapport à 100, 5 microsecondes, c'est trop petit. En réalité, il y a un truc qui n'apparaît pas sur le diagramme. C'est que le signal horloge, ce que j'ai représenté ici, le signal, je l'ai chaque 5 microsecondes. D'accord? Ça n'apparaît pas sur le diagramme. Parce qu'imaginez que j'aurais représenté le signal horloge chaque 5 sur les 100. Ça va faire beaucoup. C'est-à-dire que je n'aurai pas de place pour représenter le signal horloge qui arrive chaque 5 microsecondes. Donc, ce qu'il faut savoir, donc je vais essayer de schématiser ici, comme ça vous allez mieux comprendre. Je prends ici l'intervalle. L'intervalle, c'est à 100. Ça, c'est de 100, par exemple de 100 jusqu'à 200. Et c'est valable de 200 jusqu'à 300, 300, 400, de 0 à 100. C'est valable sur tous les intervalles. D'accord? Moi, ce que j'ai représenté, c'est ça. Donc, j'ai mis ici un signal horloge. J'ai mis ici un signal horloge pour déclencher la prise de mesure. Donc, dans les deux cas, j'ai la prise de mesure ici et ici. D'accord? Plus, bien sûr, la routine d'interruption. Voilà. Mais en réalité, le signal, il est répété chaque 5 microsecondes. Ça veut dire que chaque 5 microsecondes, je prends le point. On dit un signal de l'horloge. OK? Donc, c'est un signal de l'horloge. Chaque signal de l'horloge, il lui correspond l'exécution d'une routine d'interruption horloge. D'accord? Donc, ça veut dire que là, le trait, une routine d'interruption horloge. 5 microsecondes après, donc c'est fait de l'instant. 5 microsecondes après, donc là je vais mettre 5. 5 microsecondes. Micro, bon, c'est un peu difficile d'écrire avec la souris. À 5 microsecondes après, j'ai le même signal qui est envoyé, le signal horloge, qui va permettre donc à cet instant d'exécuter la routine horloge. 5 microsecondes après, j'ai un autre signal horloge qui va exécuter la routine horloge. 5 microsecondes après, c'est la même chose. Donc, ça veut dire, si je devais représenter réellement ce qui est en train de se passer au niveau du diagramme, chaque 5 microsecondes, je dois représenter l'arrivée du signal horloge et l'exécution de la routine d'interruption horloge. D'accord? C'est-à-dire que la partie bleue correspondant au programme de fond, en réalité, l'exécution continue. En réalité, le programme de fond, il est interrompu chaque 5 microsecondes par l'horloge pour exécuter la routine horloge. D'accord? Donc, je vais représenter juste par des traits, par exemple. C'est l'horloge. C'est l'horloge. C'est l'horloge. C'est l'horloge. Ainsi de suite. Chaque trait, c'est l'exécution de la routine horloge. Et entre une exécution et une autre, on a une durée de 5 microsecondes. D'accord? Comme je ne peux pas représenter toutes les interruptions horloge sur un intervalle de 100 millisecondes, donc j'ai fait exprès de ne pas les représenter. Donc je me suis intéressé uniquement à la dernière interruption horloge qui va m'indiquer que les 100 millisecondes ont été consommées. Est-ce que ce point est clair? C'est-à-dire j'allais l'expliquer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce point est clair? Oui, exactement. La routine horloge, d'accord? La routine horloge, qu'est-ce qu'on fait? On va décrémenter le compteur. Qui est le compteur 0?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 100 millisecondes ont été atteints. Les 100 millisecondes. Et donc, on déclenche la prise de mesure. Ça veut dire que la première interruption horloge. Pourquoi de 0 à 5? 5 microsecondes. Hein. 5 microsecondes. Je décrémente le compteur. Il est à 0, je déclenche la prise de mesure. Malgré tout à 0, le programme de fond. 5 microsecondes après, il y a un signal horloge. Je lancer la routine horloge. Je décrémente le compteur et je vérifie. Est-ce que le 0 ou le 0? Il a le 0, le programme. 5 microsecondes après, il y a une interruption horloge. Et ainsi de suite. Donc, ça va se répéter à des intervalles réguliers de 5 microsecondes. Moi, je vais m'arranger à initialiser mon compteur avec une certaine valeur, de telle sorte que le compteur HADAC, il sera mis à 0, qui ne les 100 millisecondes. D'ailleurs, le slide suivant, on va calculer la valeur du compteur. La valeur d'initialisation du compteur, de telle sorte à avoir 0 à 100 millisecondes. En prenant en considération, bien sûr, la fréquence de l'horloge. Non, c'est pas 100. Pardon, c'est pas 20. Parce que là, on a deux unités différentes. Donc, pour l'horloge, c'est une exécution chaque 5 microsecondes. D'accord? Pour l'intervalle de temps, c'est 100 millisecondes. Donc, on n'est pas sur la même unité entre les deux. Donc, faites attention quand vous faites les calculs. Alors, est-ce que c'est clair concernant l'exécution de la routine horloge? Donc, quitte faut le diagramme, c'est vrai que ça donne l'impression que l'interruption horloge est 100. Mais en réalité, comme je ne pouvais pas représenter toutes les interruptions horloge, j'ai mis juste celle qui permet de déclencher la routine horloge. Mais en revenant à l'énoncé Kaluna, l'horloge, elle est exécutée chaque 5 microsecondes. Ça veut dire chaque 5 microsecondes, la routine d'interruption horloge est exécutée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la routine d'interruption horloge? Là, ça dépendra de l'énoncé de votre exercice. Est-ce que c'est clair concernant la fréquence de l'horloge et concernant l'exécution des routines? Surtout la routine horloge, c'est-à-dire la fréquence d'exécution de la routine horloge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que ça, c'est important. Il faut bien comprendre l'histoire des interruptions. C'est bon? Pour les autres, est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, il te faut le schéma. J'insiste sur ça. Mais chez le schéma, il est faux. C'est juste par rapport à la représentation. D'accord? 5 microsecondes, c'est rien à besoin par rapport à 100, donc on ne peut pas représenter toutes les interruptions. Mais mettez-vous en tête que chaque 5 indique le signal horloge. Le schéma que j'ai représenté sous forme d'éclair, sous forme de signal, il est exécuté chaque 5 microsecondes. OK? Alors, maintenant, on doit calculer la valeur du compteur. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. On doit trouver la valeur du compteur de telle sorte à avoir un 0 à 100 millisecondes. Ouais, 0, parce que quand on a début, on déclenche la routine horloge quand le compteur il passe à 0. OK? Donc, où est-ce l'horloge qui nous envoie un signal chaque 5 microsecondes, qui va permettre de décrémenter le compteur de 1. D'accord? Et nous avons aussi, voilà, donc le passage à 0 du compteur de la routine déclenche la prise de mesure. Donc, d'après vous, donc on doit initialiser notre compteur avec une certaine valeur. Donc, quelle est la valeur d'initialisation de ce compteur? De telle sorte, quelle est la valeur d'initialisation de ce compteur? De telle sorte à avoir un 0 à 100 millisecondes. Non, c'est pas 20. Je vous ai dit tout à l'heure, on est sur deux unités différentes. Hein. Faites attention, on est en microsecondes pour l'horloge. Donc, la fréquence de l'horloge, c'est chaque 5 microsecondes. Et l'intervalle de temps, c'est 100 millisecondes.
Donc là, il faut juste faire une conversion, c'est tout. Donc je fais une conversion vers la même unité. Donc soit vous allez travailler en microsecondes, soit vous allez travailler en millisecondes. À partir de là, bon, vous appliquez la règle de 3. Alors le 20 de ce n'est pas 20. Parce que de millisecondes vers microsecondes, c'est fois 10 puissance 3. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va vous donner? Le 20 hada, vous le trouvez quand vous divisez le 100 par 5. D'accord? Mais on aurait fait ça si c'était la même mesure, si c'était la même unité. D'accord? Je ne peux pas diviser 100 millisecondes par 5 microsecondes. Donc, je dois convertir soit les millisecondes en microsecondes, ou les microsecondes en millisecondes, et j'applique la règle de 3. D'accord? Voilà, donc on trouve effectivement, on trouve la valeur de 20 000. Alors, 20 000 quoi? En quelle unité? Alors là, j'ai micro. Alors, Bagdadi, oui, donc vous dites que c'est un compteur. Donc, si c'est un compteur, c'est en millisecondes ou en microsecondes? Quand vous faites la conversion, Ni millisecondes, ni macrosecondes. ça- donc ça reste un compteur. On l'a bien précisé, finalement, c'était à l'exercice. Là, c'est un compteur. On est en train de calculer la valeur d'un compteur. Et un compteur, c'est pas un temps, c'est une Oui. valeur. Donc, c'est un entier. D'accord? Donc, ce n'est ni en millisecondes, ni en microsecondes. C'est un entier, donc la valeur du compteur, elle sera initialisée à 20 000 points. D'accord? Très bien. Donc, on applique la règle de 3, donc on a comme 5 microsecondes, donc on a une décrémentation de 1. À 100 millisecondes, donc on a la valeur, le quantum ou la valeur du compteur, c'est comme vous voulez. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc, la valeur, donc ce sera 100 fois 10 puissance 3 divisé par 5. On va trouver une valeur de 20 000. Donc, la valeur du compteur, donc, la valeur d'initialisation du compteur, c'est 20 000. OK? Voilà. Maintenant, on passe au programme. On vous demande, donc, on a tracé le diagramme d'exécution. On vous demande d'écrire ce qu'on appelle un pseudocode. Vous n'êtes pas obligé dans ce genre d'exercice, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre algorithme en utilisant un langage de programmation, par exemple, en utilisant le C. On a, par exemple, la partie là où on traitait les processus. Là, on vous demande juste un algorithme ou un pseudocode qui montre ou là, qui explique le fonctionnement de votre solution. D'accord? Donc, généralement, donc, je vous donne les étapes qu'on a à faire dans chaque partie. Bien sûr, ça, c'est pas quelque chose de fixe. Donc, on l'adapte d'un exercice à un autre. Donc, moi, je vous donne c'est-à-dire ce qu'il y a à faire par rapport à cet exercice, par rapport au contexte de cet exercice. Et ensuite, il faudra toujours adapter la solution en fonction de l'énoncé que vous avez en face de vous. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait dans le programme d'initialisation? Dans le programme d'initialisation, on construit les mots d'état. D'accord? Les mots d'état des programmes, parce qu'un programme, si on n'a pas son mot d'état, on ne peut pas l'exécuter. OK? Donc, je suis obligé de créer pour pouvoir les exécuter. Quand on dit création des mots d'état, ça veut dire que je dois remplir les informations concernant le registre mot d'état qu'on m'a donné au début, qu'on m'a donné dans l'énoncé de l'exercice. Et dans l'énoncé de l'exercice, si vous vous rappelez, on nous avait donné trois champs. Le mode d'exécution, le masque d'interruption et le compteur ordinal. Donc, on s'intéresse uniquement à ces trois éléments. On ne va pas manipuler les autres composants du moment que nous avons le détail sur la structure du registre mot d'état. Donc, création des mots d'état. On a aussi, donc préparation des PSW. On a aussi donc tout ce qui est initialisation. Si on doit initialiser donc des valeurs ou là, un certain nombre de variables,
on doit faire les initialisations ici, dans le programme d'initialisation. OK? On doit aussi activer les interruptions que nous allons utiliser. OK? Donc, je dois activer les interruptions que je vais utiliser. Donc, armer les interruptions à activer. Et quand on termine, donc, quand on fait tous ces traitements-là, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le premier programme. Parce que si vous vous rappelez donc, le diagramme, le programme d'initialisation qui mène l'exécution TAO, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé le programme de fond. OK? Donc, programme d'initialisation, il doit toujours lancer le premier programme qui sera exécuté. Là, dans notre cas, le premier programme, c'est le programme de fond. Donc, étape suivante, lancer le premier programme. C'est les étapes. Voilà grosso modo ce qu'on aura à faire dans le programme d'initialisation. Bien sûr, vous l'adaptez en fonction du contexte de votre exercice. Alors, la routine horloge, qu'est-ce qu'elle fait, la routine horloge? La routine horloge, elle va manipuler le compteur. Donc, elle va décrémenter à chaque fois le compteur qui lui a été associé. D'accord? Et si elle trouve que le compteur est égal à 0, elle lance le traitement qui doit se faire de façon périodique. Donc, décrémentation du compteur et lancer la prise de mesure chaque 100 millisecondes. OK? La prise de mesure, bon, il n'y a rien de spécial, donc elle fait juste la prise de mesure, donc soit la température donc de l'installation industrielle ou autre, hein, donc mesurer donc la quantité du produit disponible au niveau, par exemple, du stock, peu importe, donc là c'est juste pour dire qu'on fait une mesure. Et nous avons le programme de fond, on n'a pas trop de détails sur le programme de fond, donc il n'y a rien de spécial à écrire dans le programme de fond. Donc, c'est-à-dire les deux programmes qu'on va donc essayer de développer un petit peu, c'est le programme d'initialisation et la routine horloge. Donc, j'ai repris ici la structure donc, de chacun de ces programmes et les étapes de traitement de chacun des programmes. Alors, quand on prend le programme d'initialisation, on a la première étape, c'est la préparation des registres mots d'état, préparation des PSW. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné dans l'énoncé de l'exercice? Qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'énoncé de l'exercice? On nous a dit que le registre mot d'état, il est composé donc de 3 éléments, le mode d'exécution, le masque et le compteur ordinal. Et que le mot d'état, il est stocké quelque part au niveau de la mémoire à une adresse M. D'accord? Ça veut dire que la mémoire centrale TAE, je vais représenter ici la mémoire centrale. Voilà, ça c'est la mémoire centrale. Je dois définir un espace à partir d'une adresse M, okay, ou la M1, où je vais mettre le mot d'état logique du programme. Si j'ai 2 programmes, je vais utiliser donc 2 contextes logiques. M1, le deuxième, je vais le mettre dans M2. OK? Et ainsi de suite. Donc, tout dépend du nombre de programmes que vous avez. Donc, préparation des mots d'état, on a la routine horloge. OK? Des programmes de la routine horloge. On a le programme de fond. En termes de programme, plus la prise de mesure. Donc, si je prends la routine horloge, alors, il faut savoir que le mode d'exécution, d'accord, on exécute toujours un programme système, ou une routine d'interruption, on l'exécute toujours en mode maître. Le mode maître, c'est un mode qui permet au programme d'avoir un accès total aux ressources. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Quand on a un programme qui s'exécute, un simple programme utilisateur, par contre, il s'exécute toujours en mode esclave. D'accord? Donc, tout ce qui est programme système, vous les mettez en mode maître. Tout ce qui est programme utilisateur, vous les mettez en mode esclave. C'est une règle générale. OK? Donc, mot d'état de la routine horloge. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis ici l'exécution du programme en mode, tous les programmes système, vous devez les mettre en mode maître. Maintenant, on passe au deuxième champ. Le deuxième champ, c'est le masque d'interruption. Là, on a le masque d'interruption en cours. On masque les interruptions quand on ne veut pas exécuter la routine d'interruption. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On la masque. Là, le fait d'avoir la routine horloge, ou les priorités, un peu ce qu'on a fait dans l'exercice 1.
Quand on a une interruption en exécution et qu'on reçoit un signal d'interruption d'une autre, donc d'une interruption qui est moins prioritaire, on ne va pas la traiter. Par contre, si j'ai une interruption qui est en exécution ou une interruption plus prioritaire, donc je dois la faire passer. Le cas de l'égalité, c'est-à-dire une interruption en exécution, ou le signal à la même interruption. L'interruption elle ne passe pas. Parce que la condition que j'ai donnée en cours, on exécute une routine que si elle est plus prioritaire que la routine en cours d'exécution. Donc, des routines de même priorité, on masque les systèmes d'interruption. Là, on masque les niveaux d'interruption avec une priorité inférieure ou égale à l'interruption en cours. OK? Donc, dans notre cas, on nous a dit qu'on a un seul niveau d'interruption. On a l'interruption de l'horloge. Donc, si on n'a que l'interruption de l'horloge, ça veut dire l'interruption horloge, et pendant l'exécution de l'interruption horloge, je ne peux recevoir que la même interruption. Quand on a des interruptions de même priorité, on ne va pas les exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On masque le niveau d'interruption. Donc, si je le mets à 1, ça veut dire pendant l'exécution de la routine horloge, je n'autorise pas l'arrivée d'une routine horloge. Je suis en train de la cacher. OK? Donc, quand vous exécutez une routine, vous masquez tous les niveaux de priorité égales ou inférieurs à la routine en cours d'exécution. Là, c'est simple parce qu'on a un seul niveau d'interruption, on a l'horloge. Donc, qu'est-ce que je fais? Je masque l'horloge. D'accord? Donc, ça, c'est pour le masque et le mode d'exécution. Bon, ensuite, pour le compteur ordinal, vous mettez juste adresse routine d'interruption compteur ordinal. Donc, quelque part ici au niveau de la mémoire centrale, on dit la routine, c'est la routine de l'horloge. Donc, ici, je vais avoir une adresse. L'adresse va être vers la routine de l'horloge. Voilà, ça c'est pour la routine, mot d'état de la routine horloge. Je fais la même chose pour le programme de fond. Le programme de fond, donc, ça sera adresse programme de fond pour le compteur ordinal. Donc, la mémoire, une adresse qui va vers le programme de fond. Il y a l'adresse. D'accord? Maintenant, le mode et le masque d'interruption, qu'est-ce que j'ai? Le masque d'interruption, ou le double mode, le mode d'interruption, je le mets à 0. Je lèche 0 parce que le programme de fond, c'est un simple programme utilisateur. Ce n'est pas un programme système. On exécute les programmes en mode maître uniquement quand c'est des programmes système. Donc là, le programme de fond, pour moi, c'est un programme utilisateur. Donc, je le mets en mode esclave. OK? Maintenant, le masque d'interruption. Le masque d'interruption, je l'ai mis à 0. Ça veut dire que le système d'interruption est démasqué. Je vais maintenant démasquer. Maintenant, j'autorise l'arrivée des interruptions. Et là, c'est évident parce que, comme on l'avait vu tout à l'heure au niveau du diagramme, pendant l'exécution du programme de fond, j'autorisais l'arrivée des interruptions. Chaque 5 microsecondes, l'interruption horloge est un signal. Donc, qu'est-ce qui se passait? J'exécutais l'interruption horloge. Donc, le masque d'interruption, je le mets à 0 pour dire que le système d'interruption doit être démasqué. D'accord? Donc, démasqué, ça veut dire que j'autorise l'arrivée des interruptions. Si le niveau d'interruption est masqué, ça veut dire que je n'autorise pas l'arrivée des interruptions. Voilà donc pour la création des mots d'état. OK? Donc, un mot d'état, c'est quoi? ME, routine horloge. C'est les adresses. Donc, au lieu d'écrire, donc, on a par exemple un M1, ou MEPH, c'est le M2. C'est les adresses au niveau de la mémoire qui contiennent les deux registres mots d'état. Alors, l'initialisation du compteur, on a fait les calculs, on a trouvé que la valeur du compteur devait être égale à 20 000. Donc, j'initialise mon compteur à 20 000. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On avait dit qu'on devait activer les interruptions à exécuter. OK? Donc, le seul niveau d'interruption que j'ai ici, c'est l'interruption de l'horloge. Donc, je dois activer ou la armer l'interruption de l'horloge. Armer, interruption de l'horloge. Chaque dans l'horloge, tu peux les signaux. Chaque 5 microsecondes, tu peux l'interruption horloge. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, ne confondez pas entre armer et masquer.
Ok, j'ai expliqué en cours la semaine dernière la différence entre armer une interruption et masquer une interruption. Donc là, je suis en train d'armer une interruption pour lui permettre de m'envoyer un signal d'interruption. Voilà donc pour la partie initialisation. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à lancer le programme de fond. Le programme de fond, comment je vais le lancer? Je vais le lancer tout simplement avec la primitive LPSW qu'on m'a donné tout à l'heure dans l'énoncé de l'exercice. Ça sera LPSW, mot d'état, programme de fond. Donc, comme MEPF, c'est une adresse, la mémoire centrale, c'est l'adresse du registre mot d'état du programme de fond. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est load PSW, mot d'état, programme de fond. Donc, je vais charger le mot d'état du programme de fond du processeur. Et donc, ça va lancer l'exécution du programme de fond. Donc, ça, c'est la partie initialisation. On va terminer avec la routine horloge. Ensuite, on fait une petite pause. Donc, la routine horloge, la routine, elle est exécutée chaque 5, donc je le précise encore une fois, chaque 5 microsecondes. D'accord? Chaque 5 microsecondes, il hackne le signal et j'exécute la routine. OK? Alors, première chose à faire dans toute routine d'interruption, là aussi, ça doit être un réflexe. Dès que tu as une routine d'interruption, il faudra penser à mettre deux choses. La sauvegarde du contexte et la restauration du contexte. Donc, je commence toujours avec ça. Sauvegarde et restauration du contexte. Parce que toutes les routines d'interruption, elles ont la même structure. Sauvegarde du contexte, traitement associé à la routine et restauration du contexte. Donc, vous devez respecter cette structure. D'accord? Sauvegarde, traitement et restauration. Maintenant, ce qui change, c'est la phase de traitement. Qu'est-ce qu'on va faire dans la routine horloge? Quel est le traitement qu'on va faire dans la routine horloge? On a fait l'énoncé d'exercice. On nous a dit que l'horloge, elle est exécutée chaque 5 microsecondes. La fréquence de l'horloge, c'est chaque 5 microsecondes, qui permet de décrémenter le compteur. OK? Donc, chaque 5 microsecondes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, en phase de traitement, je décrémente mon compteur. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je suis arrivé à 100 millisecondes ou non. Comment savoir est-ce que je suis arrivé à 100 millisecondes ou non? Je teste par rapport à la valeur du compteur. Est-ce que mon compteur est égal à 0 ou non? OK? Donc, si c'est égal à 0, ça veut dire que j'ai atteint les 100 millisecondes. Si ce n'est pas égal à 0, ça veut dire mazal. Donc, je n'ai pas atteint les 100 millisecondes. OK? Donc, je teste. Si compteur égal à 0, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si le compteur est égal à 0? Qu'est-ce qu'on fait si le compteur est égal à 0? Ça veut dire quoi? Compteur égal à 0. Sachant que le compteur a été initialisé à 20 000. Non? Pourquoi exit? Quand tu trouves exit, ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin de. C'est la fin. Vous allez terminer l'exécution de la routine. Là, on ne cherche pas à terminer l'exécution de la routine. Qu'est-ce qu'on faisait? Le diagramme. Qui le 100. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que compteur égal à 100, ça veut dire les 100 millisecondes. Voilà, donc on fait une prise de mesure. Très bien. Donc, si le compteur est égal à 100, si le compteur est égal à 0, ça veut dire qu'on a atteint les 100 millisecondes, donc je lance la prise de mesure. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais en plus de la prise de mesure? Je vais préparer la prochaine
Non, خلاص, le compteur, je l'ai décrémenté, c'est bon. Je décrémente et qu'est-ce que je dois faire pour... Vous ne m'entendez pas? Non, non, ça va. C'est bon? Ouais. Donc, je continue. Très bien. Alors, donc, il y a la décrémentation qui se fait à l'appel de la routine. D'accord? Maintenant, j'ai décrémenté, j'ai testé, j'ai trouvé que le compteur est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prise de mesure. Oui, ça, c'est bon. Et c'est évident, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait dans le diagramme. Mais il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans le diagramme et qu'on doit faire pour préparer la prochaine prise de mesure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Réinitialisation de compteur. Alors là, il y a la réponse. J'ai la réponse ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réinitialiser. Très bien. On doit réinitialiser le compteur. Sinon, ça veut dire que je ferai la prise de mesure une seule fois. D'accord? Donc la prise de mesure, je dois la faire chaque 100 millisecondes. Il a le compteur égal à 0. Je vais faire la première prise de mesure, mais je ne vais pas faire la deuxième. Maintenant, vous devez suivre ce qu'on vous a demandé dans l'énoncé d'exercice. Si on vous dit on fait une prise de mesure à 100, c'est bon. Le 100, compteur égal à 0, je fais la prise de mesure et je termine. Maintenant, si on vous dit que la prise de mesure doit être faite chaque 100 millisecondes, compteur égal à 0, je fais la prise de mesure, mais je dois penser à réinitialiser mon compteur. Là, je vais le préparer pour la prochaine prise de mesure. D'accord? Donc, je réinitialise mon compteur et je déclenche la prise de mesure. Là, j'appelle la procédure de prise de mesure. OK? Voilà. Donc, la phase de restauration du contexte, qu'est-ce qu'on va faire quand on restaure le contexte? On va vers... donc, c'est le grand contexte, bien sûr, du programme de fond. Okay? Donc, c'est le grand contexte. Je dois revenir, donc, pour la routine, je dois revenir vers le programme de fond. Donc, je dois faire la restauration du grand contexte, c'est-à-dire les registres généraux ou le registre pile, et recharger le petit contexte qui est représenté par le PSW et le compteur ordinaire. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, alors je vais reprendre la partie concernant donc, la partie préparation du PSW. Très bien. Donc, la partie concernant la création, la préparation des PSW. Donc, on a chaque programme pour qu'il puisse être exécuté. On doit lui préparer le mot d'état. On doit avoir un mot d'état du programme. Maintenant, il faut faire la distinction entre les programmes système et les programmes utilisateurs. OK? L'énoncé d'exercice, on nous a donné 3 éléments dans le registre PSW. On nous a parlé donc du mode d'exécution, on nous a parlé du masque, on nous a parlé du compteur ordinal. Bon, le compteur ordinal, c'est simple. Vous mettez juste l'adresse de la routine horloge, la adresse du programme de fond. Donc, parce que le compteur ordinal, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Là, on mettra toujours, donc le compteur ordinal, on mettra l'adresse de début de la routine ou là du programme de fond. Donc, le compteur ordinal, c'est ça. Où il le mode d'exécution, il le masque. Alors, le mode d'exécution. Le mode d'exécution, il y a 2 modes. On a le mode maître et le mode esclave. Tout programme système, d'accord, tous les programmes système s'exécutent en mode maître. Et tous les programmes utilisateurs s'exécutent en mode esclave. Ça, c'est une règle générale. D'accord? Donc, il n'y a pas trop réfléchir sur ça. Est-ce que c'est un programme système? Est-ce que c'est un programme utilisateur? Si c'est un programme système, vous le mettez en mode maître, il s'exécute en mode maître, donc il aura un accès total aux ressources. Si vous le mettez, si c'est un programme utilisateur, vous le mettez en mode esclave. Donc vous mettez un 0, le mode d'exécution. C'est tout. Il y a maintenant le masque d'interruption. Le masque d'interruption, on a
masquer une interruption ou la masquer un niveau d'interruption, ça veut dire qu'on va empêcher l'arrivée du signal. Le signal, il haq. On ne le voit pas, on ne va pas le traiter. D'accord? Et nous, on masque les interruptions pour empêcher des interruptions moins prioritaires ou de priorité égale à celle qui est en cours d'interrompre la routine. C'est-à-dire qu'on a une routine d'interruption en exécution, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour cacher toutes les interruptions de priorité égale ou inférieure à celle qui est en cours. Dans notre cas, comme nous avons une seule routine, c'est la routine de l'horloge. Et donc, la routine de l'horloge ne peut pas s'interrompre elle-même. Parce qu'on a de même priorité, on ne laisse pas passer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a masqué l'interruption de l'horloge. Je l'ai masqué pendant l'exécution de la routine. Ça veut dire qu'on fait la routine horloge, quand je suis en train d'exécuter la routine d'interruption horloge, mais لازم يلحقني un signal à l'horloge. Parce qu'on a la même priorité. Donc, j'ai mis un 1 pour dire je masque le système d'interruption. Là, je masque le niveau d'interruption. Par contre, le programme de fond, c'est un simple programme. Et on a vu dans le diagramme qu'on autorisait l'arrivée des interruptions pendant l'exécution du programme de fond. Donc, si j'autorise, la routine horloge, le programme de fond. Ça veut dire que le système d'interruption, il est démasqué. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 0 pour dire j'autorise l'arrivée des interruptions pendant l'exécution du programme de fond. Voilà donc comment il faut raisonner par rapport aux différents champs du mot d'état. Voilà, est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, donc, on fait une petite pause et on reprend dans 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Très bien. Donc, on fait une petite pause. Bon, on reprend, il est moins quart. Donc, on reprend à 10 heures. Hein, d'accord? On fait une petite pause de 15 minutes. À 10 heures, donc, on continue la suite du texte. OK? Donc, à tout à l'heure.